l'enregistrement commence. Alors, juste pour information, j'enregistre le webinaire. Il sera diffusé sur YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas qu'on voit votre tête, n'hésitez pas à mettre votre caméra sur off. Et je verrai pour si vraiment ça pose problème pour retirer les personnes qui n'ont pas pu retirer leur caméra. Donc, on va commencer. Les personnes arriveront au moment de la présentation. Donc, pour les personnes qui ne savent pas encore qui je suis Élise Renaud. Je suis coach certifiée en orientation professionnelle et en transition de carrière. Et je suis également spécialisée dans tout ce qui est qualité de vie au travail pour les personnes qui sont malades chroniques. Aujourd'hui, je vous propose avec Marie un petit webinaire autour de... Enfin, un petit webinaire, c'est un euphémisme, autour des questions administratives, parce que j'ai moi-même souffert de certaines démarches administratives qui duraient longtemps, pour lesquelles je n'avais pas forcément toutes les informations. Donc, je pense que ce webinaire va aider beaucoup de personnes, surtout les personnes qui nous rejoignent actuellement. Et donc, je vais laisser Marie se présenter et après, ensuite, répondre aux questions que vous avez posées lors du questionnaire. Donc, vous avez été nombreux et nombreuses à poser des questions. Il y a eu 61 questions. Ah Donc, oui, effectivement. ah oui, que l'on a regroupé en fonction de 4 items, je crois. Tout ce qui est MDPH, invalidité, je ne sais plus exactement tout ce qu'il y a eu comme question, mais en tout cas, vous avez été nombreux et nombreuses à participer à ce questionnaire. Donc, je vais laisser la parole à Marie. Vous allez avoir des temps pour poser des questions. Donc, ne vous inquiétez pas. Et Marie, je t'invite également à répéter ce que tu as dit juste avant, par rapport au Oui, temps de questions et réponses. Voilà. oui, bien sûr. Alors, donc j'espère que vous m'entendez et que vous me voyez bien. Donc pour ma part, je suis Marie Abaziou, donc j'habite dans le Finistère. Et donc j'ai rencontré Élise il n'y a pas si longtemps, voilà, dans un autre cadre. Au niveau de mon activité professionnelle, je suis responsable de la qualité de vie au travail et des risques psychosociaux dans mon entreprise, puisque je travaille dans une caisse de sécurité sociale, voilà, qui regroupe plus de 620 salariés. Et en parallèle, je suis également travailleur social puisque je suis assistante sociale et j'accompagne les salariés en arrêt de travail sur l'ensemble des droits administratifs. Donc voilà, plutôt spécialisée dans la reconversion et le maintien en emploi. Donc toutes les questions qui ont été posées, bien entendu, j'ai l'habitude de les traiter au quotidien. Donc effectivement, Élise m'a transmis l'ensemble des questions. J'ai essayé de construire donc, le support par rapport aux différents items que vous avez pu aborder. Alors, j'ai fait des grandes thématiques. Vous verrez bien, à la fin de chaque grande thématique, vous pourrez très bien m'interrompre pour que je puisse repréciser certaines choses. Alors, parce que ça va être dense, j'ai essayé au maximum d'être la plus pertinente possible, mais étant dans le domaine en permanence, il y a peut-être des choses qu'il ne faudra pas hésiter à me questionner ou voilà, pour que je puisse repréciser si les choses ne sont pas bien comprises. Donc n'hésitez pas à m'interrompre voilà, pour que je puisse approfondir certains sujets. Voilà pour ma part. Est-ce qu'on attend un petit peu ou on démarre tout de suite? Non, on peut démarrer. Il est midi 17. Les personnes vont pouvoir se connecter. Ok.
Alors, donc l'accès aux droits et démarches liées à la santé, c'est ce que je vais aborder au fur et à mesure. Donc on va commencer par aborder plutôt, la question de la MDPH. Voilà la diapo suivante, ouais, super. La MDPH, donc ce qu'on appelle la maison départementale des personnes handicapées. Donc vous allez voir sur la diapo suivante, quand on parle de MDPH, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans un premier temps, je vais aborder ce qu'est la MDPH, l'équipe pluridisciplinaire, la CDAPH, l'imprimé unique, la RQTH, l'AH, les différentes cartes, la PCH, le projet de vie et la GFIP. Alors, ça fait énormément de sigles. Je pense que c'est des choses qui doivent certainement vous parler, mais ça peut paraître un petit peu complexe. On sait bien que l'administration française est très complexe et parle souvent en sigles, mais je vais essayer de vous traduire ça un peu simplement. Donc, par rapport à la diapo suivante, donc l'AMDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Ouais, je ne sais pas si tu arrives, Élise, à switcher pour la diapo suivante. Voilà. Alors, normalement, vous avez toutes et tous une structure par département. Au niveau des missions qu'a la MDPH, elle a une mission d'information, d'accueil et d'écoute, d'évaluation des besoins de compensation, d'élaboration du plan de compensation. Elle attribue aussi les prestations, l'orientation scolaire, médico-sociale ou professionnelle, la suivi des décisions, les suivis des décisions et un rôle de médiation et de conciliation. Sachant que donc quand une personne est reconnue travailleur handicapé ou en tout cas a un handicap, de n'importe quelle nature, il faut s'adresser directement, à la MDPH. Alors au niveau de l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire, en fait, c'est ce qu'on appelle l'équipe qui est chargée d'intervenir lorsqu'une personne dépose un dossier à la MDPH. Donc, c'est une équipe, à partir du moment où vous déposez un dossier à la MDPH, l'équipe pluridisciplinaire se réunit. Donc, elle est chargée d'évaluer des situations des personnes, donc à partir du moment où vous avez déposé votre dossier. Elle identifie vos besoins et en fonction de vos demandes en fonction du projet de vie qui est exprimé, d'élaborer les réponses pouvant être apportées à ces besoins en fonction du projet de vie et de la réglementation en vigueur. Et l'équipe pluridisciplinaire ne prend pas de décision d'attribution des différents droits et prestations. Elle transmet en fait ensuite à la commission, qu'on appelle CDAPH, les propositions relatives aux décisions. Alors, au niveau de l'équipe pluridisciplinaire, elle est composée en fait de différents professionnels. Ça peut être des médecins, des ergothérapeutes, des infirmiers, des psychologues, des travailleurs sociaux. Nous, c'est vrai qu'au niveau des CEPAM, de la CPM ou de la MSA en général, on a des travailleurs sociaux qui siègent à cette commission-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre dossier, n'importe quelle demande est déposée à la MDPH, l'équipe pluridisciplinaire est présente au niveau de la commission. Et donc, tout votre dossier, notamment le projet de vie, est analysé pour ensuite prendre la meilleure décision. Donc, de toute façon, chaque membre intervient en fonction de ses compétences. Hein. Donc, le médecin va plutôt intervenir forcément sur le volet médical. L'assistante sociale va plutôt intervenir sur le volet reconversion, maintien dans l'emploi. Et la psychologue, par exemple, va plutôt intervenir en fonction des difficultés et des difficultés de prise en compte et notamment d'imprégnation de la notion de handicap. Voilà. Est-ce que n'hésitez pas, hein, du coup, à me dire s'il y a quoi que ce soit. J'ai juste une petite remarque à faire. Pour les personnes qui viennent juste d'arriver, la réunion est enregistrée. Nous allons la diffuser après ensuite en replay sur YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas avoir votre tête sur YouTube, je vous invite à déconnecter votre caméra. Voilà. Ça marche. Bon, s'il n'y a pas de questions, je continue. Donc,
Au niveau de l'équipe pluridisciplinaire, donc l'équipe pluridisciplinaire va ensuite proposer une décision, enfin en tout cas des prérogatives à la CDAPH. Donc la diapo suivante. Alors la CDAPH, c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Alors ça, je pense que c'est sans doute quelque chose aussi pour les personnes qui ont fait ce type de démarche. Ça doit également vous parler. Donc, elle est composée de membres représentant les associations, donc de personnes handicapées et de leurs familles, pour un tiers, il me semble, du conseil départemental, de l'État, des organismes d'assurance maladie, des syndicats. Donc, cette commission est chargée de prendre des décisions relatives à vos droits qui peuvent être attribués aux personnes handicapées. J'entends notamment la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'allocation adulte handicapé. C'est cette commission qui attribue les prestations. Elle va également intervenir pour l'orientation de la personne handicapée. C'est-à-dire, vous pouvez notamment demander à avoir un éclairage sur votre orientation professionnelle. Et donc, c'est lors de cette commission-là que vous pouvez être accompagné, enfin que la décision va être prise de vous donner l'accord d'être accompagné sur ce sujet-là. Elle désigne aussi les établissements et les services qui correspondent aux besoins de l'enfant ou adolescent, puisqu'on sait bien que la MDPH, c'est une maison qui est destinée autant aux adultes qu'aux enfants. Et notamment dans le cadre du reclassement et de l'accueil de la MDPH. Alors, il n'y a qu'un seul imprimé. Donc, c'est l'imprimé qu'on appelle l'imprimé unique. Ça doit vous parler. Alors, il est composé de 8 vues, il me semble. Elle vaut autant pour la personne adulte que l'enfant. Donc, toute demande qui doit être faite auprès de la MDPH passe par cet imprimé-là. Voilà. N'hésitez pas à intervenir jusqu'à présent. Hein. Donc, ensuite, vous pouvez également être accompagné pour remplir cet imprimé-là par une assistante sociale du département ou de la caisse de sécurité sociale à laquelle vous êtes rattaché. Donc, je pense que ce qui peut vous intéresser à ce niveau-là, c'est la diapo suivante. Donc, la RQTH. Alors, c'est un mot qui est très complexe. Donc, on appelle reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors, je suis un peu dubitative par rapport à cette appellation-là, puisque en fait, la notion de handicap est très large. Notamment une personne, par exemple, qui a une tendinite à répétition peut avoir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. En fait, au niveau du handicap, l'ouverture peut être très large. Une personne en fauteuil roulant peut percevoir la RQTH, mais comme je le disais, une personne qui a simplement des tendinites à répétition et qui a en tout cas toute difficulté et tout handicap qui a une atteinte sur son état de santé peut ouvrir droit à cette reconnaissance-là. Donc, elle s'adresse aux personnes en capacité de travailler, mais présentant des difficultés à exercer certains types d'activités professionnelles en raison d'un handicap. Donc, c'est bien ce que je dis, à partir du moment où votre problème de santé a un impact sur votre profession, vous pouvez demander cette reconnaissance-là. Donc, elle permet de bénéficier d'aides spécifiques, donc un accompagnement pour la recherche d'emploi, que vous êtes sous contrat de travail ou non, des aides pour le maintien dans l'emploi, on va le voir un peu plus tard. Bénéfice de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, c'est notamment la loi qui a été mise en place afin d'obliger les structures de plus de 20 salariés à embaucher des personnes avec cette reconnaissance-là. Je lis hein, les commentaires en même temps. Effectivement, c'est un dossier qui est assez complexe et moi, je vous conseille réellement d'être accompagné.
Ça permet aussi d'avoir des aides qui sont proposées par l'AGFIP. Alors l'AGFIP, je vais vous présenter ce qu'est la structure aussi également un petit peu plus loin. Ça permet d'avoir accès aux dispositifs spécifiques à l'emploi des travailleurs handicapés. Une personne qui bénéficie de la reconnaissance n'est pas tenue d'en informer son employeur. Alors ça, je tiens à le préciser parce que c'est une question que j'ai souvent quand les personnes sont en tout cas en questionnement par rapport à ce dossier en se disant, mais voilà, j'ai un souci de santé, alors on me propose de faire la reconnaissance de la qualité de travail handicapé, mais j'ai peur que ça ait un impact sur mon activité professionnelle et j'ai peur que mon employeur change de regard par rapport à cette question-là. Alors, bien souvent, moi, ce que je peux rappeler, c'est que ça a un intérêt, ça a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est que pour l'employeur, ça permet justement d'avoir dans ses effectifs et dans ses équivalents, de temps de travail des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, puisque c'est une obligation légale. Donc souvent, les employeurs sont à la recherche de personnes avec ce statut-là. Parce qu'en fait, s'ils n'embauchent pas, des personnes avec cette reconnaissance-là, ils doivent payer une taxe. Donc, c'est justement ces taxes-là qui vont ensuite à l'AGFIP, mais j'y reviendrai. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir bénéficier d'aménagements de poste et d'aides spécifiques, il faut absolument que vous fassiez cette reconnaissance-là. Donc, c'est un double intérêt. Au niveau de la durée de validité de cette reconnaissance-là, elle ne peut pas être inférieure à 1 an, ni excéder 10 ans. Par contre, elle peut aller de 1, ça peut être valable 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça va être en fonction de la nature de votre handicap. Donc ne soyez pas étonnés, que d'une personne à l'autre, la durée soit différente. Donc voilà, quels documents faut-il? Donc ça, je reprends les questions, Élise, qui avaient été posées. Donc quels documents faut-il? C'est essentiellement oui, je reprends la question. Au bout de 10 ans, elle est bien sûr reconductible. Il faut de nouveau faire la demande. Donc quels documents faut-il? C'est essentiellement l'imprimé unique. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc c'est ce document-là qu'il faut faire. Quelles informations faut-il pour que le dossier soit accepté? C'est une question qui m'a été également posée. Alors, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises informations. Il faut, dans tous les cas, apporter toutes les informations relatives à votre santé. On a bien vu tout à l'heure que de toute façon, il y avait une équipe pluridisciplinaire qui se réunissait. Donc, plus il y a d'informations dans votre dossier et mieux votre situation au regard du handicap va être mieux comprise. Donc, indiquer l'ensemble des documents liés à votre santé, c'est absolument essentiel. Une question que j'avais également, c'était: doit-on indiquer les rendez-vous d'acupuncture? Oui, tous les rendez-vous et toutes les informations qui peuvent apporter un éclairage sur votre santé sont essentielles. Donc si vous avez besoin notamment d'acupuncture pour n'importe quel, sujet ou en lien avec votre santé, il faut l'indiquer et pourquoi pas l'expliquer également. Élise, tu vois peut-être mieux les questions qui sont posées là en direct. N'hésite pas à m'interrompre, hein, pour peut-être que j'y réponde parce que je le vois pas forcément. Donc quels sont les droits avec la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé? Donc ça, je l'ai abordé. Il y a plusieurs, droits, donc notamment pour bénéficier des aides, financières, des aménagements de poste. À quoi ça sert? Et ben, justement, comme je le redisais tout à l'heure, de permettre à l'employeur d'exercer son droit par rapport au nombre de personnes qui doivent être employées dans ce cadre-là. Et une autre question qui m'a été posée, c'est: quels sont les devoirs d'une personne qui a la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé? Aucune. Il n'y a aucun devoir à ce jour nommé. Alors après, peut-être que la personne qui a posé cette question-là pourrait peut-être repréciser sa question, mais a priori, il n'y a aucun devoir, si ce n'est apporter des éléments médicaux pour obtenir cette reconnaissance-là. Et je tiens à le repréciser, en aucun cas vous êtes dans l'obligation de faire part à votre employeur de cette reconnaissance. Marie, Oui,
appel à la Sécu, on lui a refusé l'accès à un rendez-vous auprès de l'assistant. Alors, j'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux... Lors d'un appel à la Sécu, on a refusé à Axel un accès à un rendez-vous auprès de l'assistante sociale. Donc là, je pense qu'on est... Axel, elle pense que... Enfin, on est sur la sécurité sociale, alors que la MDPH, c'est quelque chose, c'est un organisme totalement séparé. C'est ça, c'est un organisme en fait qui est déconcentré de l'État. Il y a une maison départementale par département. Et effectivement, il n'y a aucun lien avec la sécurité sociale. C'est vraiment l'organisme qui accompagne et qui répond aux questions pour les personnes qui ont un handicap, soit la reconnaissance, soit la AAH, soit la EEH. À partir du moment où il y a un handicap et que le dossier est déposé, c'est la maison des personnes handicapées qui accompagne les familles. Il y a également des assistants sociaux au niveau de la MDPH. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous et prendre contact à ce niveau-là. Et il faut surtout le faire parce que c'est. Alors, personnellement, moi, c'est comme ça que j'ai eu ma RQTH il y a 2 ans. C'est en étant accompagnée par une personne, assistante sociale, la MDPH du 94. Donc, surtout, Mm. ne pas hésiter à demander. Et surtout, moi, je vous le conseille vivement parce que comme ça, vous avez toutes les billes en main. Alors, il y a d'autres questions. Quand faire la demande si la fin de la RQTH est en février 2023? Alors moi, je conseille entre 6 et 8 mois avant la fin du dossier. Alors pourquoi? Nous, au niveau de la Bretagne, c'est ce qu'on préconise parce qu'il y a énormément de demandes et au niveau du traitement des dossiers, ça peut prendre entre 6, 8 mois, des fois, parfois 1 an. Donc je conseille, à partir du moment où vous voyez que votre reconnaissance va se terminer, anticiper au maximum. On peut aller, je dirais 8 mois. 8 mois, vous pouvez commencer à déposer votre dossier. Alors, Béatrice nous demande si l'on se fait engager parce qu'on a une RQTH, mais qu'au moment de la renouveler au bout de 5 ans, par exemple, la MDPH ne la renouvelle pas, que se passe-t-il? Il y a aucune incidence parce qu'à partir du moment où vous êtes en CDI, le CDI n'est pas lié à votre reconnaissance. Donc, vous Mm. pouvez effectivement avoir une reconnaissance à un moment T, mais ça ne veut pas dire que vous allez être licencié suite à une non-attribution de ce renouvellement. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. C'est un plus, je dirais. Alors, comment faire pour avoir une aide financière pour soulager les finances de soins, psy, ostéo? J'ai une RQTH, mais on m'a répondu que je n'aurais pas droit à d'aide. Pourquoi? Alors ça, c'est quelque chose qui peut rentrer dans un second temps avec la prestation de compensation du handicap hein, que je vais voir tout à l'heure. La prise en charge peut être demandée, alors je ne sais pas si la personne a fait la démarche, mais c'est quelque chose qui peut être demandé auprès de la MDPH quand il faut cocher prestation de compensation du handicap. Donc ça peut être demandé. La deuxième chose, c'est se rapprocher également de la caisse de sécurité sociale et des mutuelles. Les mutuelles peuvent participer à certains financements, notamment l'ostéopathie. Par exemple, moi, je sais que la mienne prend en charge 4 séances à hauteur de 50 euros. Donc, c'est quelque chose qui peut être pris en charge par la mutuelle. Donc, ça, il ne faut surtout pas hésiter à Mm. solliciter voilà, au niveau des mutuelles. Je vais peut-être poursuivre au niveau Oui, de la MDPH et on va alors, reprendre les juste questions à avant ce que tu niveau-là. poursuives, Marie, je vais juste à nouveau préciser pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, cette réunion est enregistrée. Elle va être diffusée sur YouTube en replay. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur YouTube, je vous invite à couper votre caméra. Voilà. Je, je vais le répéter tout du long. Donc, si vous en avez marre, je suis vraiment navrée, mais il y a des personnes qui continuent à se connecter. Donc, je suis vraiment obligée de le rappeler pour des questions de respect de la vie privée, etc., données personnelles. Donc, voilà. Excuse-moi, Marie, tu peux continuer.
Pas de souci, on va continuer sur l'AAH, allocation adulte handicapé, la diapo suivante. Alors, qu'est-ce que l'AAH? C'est l'allocation qui peut vous être versée dans le cadre d'un handicap au-delà de 80%. Alors, au niveau du pourcentage, c'est la MDPH qui va vous fixer le pourcentage ou le taux d'handicap. Donc, c'est une aide financière qui vous permet d'avoir un minimum de ressources, notamment quand les personnes ne sont pas en capacité de travailler. Donc, c'est une aide qui est bien sûr attribuée sous réserve de respecter donc, certains critères, notamment l'incapacité, l'âge, la résidence et les ressources, puisqu'en fait, il y a un plafond. On prend en compte les ressources du foyer. Vous devez être atteint d'un taux d'incapacité, donc l'évaluation de votre handicap de 1%, c'est ce que je pouvais vous dire tout à l'heure. Donc c'est un pourcentage qui est fixé par la MDPH. Donc elle est accordée sur la décision de la CDAPH, pardon, donc la commission qu'on a vue tout à l'heure. Et son montant vient compléter vos éventuelles autres ressources. J'entends notamment par là, si vous bénéficiez du RSA, par exemple, vous pouvez bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Alors, j'ai pas mis le barème sur les diapos parce que c'est assez complexe. De mémoire, ça avoisine les 800 euros. C'est pas élevé parce qu'en fait, je dis bien que c'est un minimum. Euh, c'est une allocation minimum, hein. Donc, c'est attribué aux personnes qui sont dans l'incapacité de travailler ou qui bénéficient du RSA. Vous pouvez quand même en bénéficier selon le montant des ressources perçues par votre foyer. Vous pouvez aller sur Internet, c'est mis à jour régulièrement. Vous tapez conditions de ressources AAH, vous allez trouver les barèmes et les montants. Donc, n'hésitez pas à taper, hein, c'est mis à jour régulièrement. Et ce que je vous conseille, c'est également de faire la demande ou de faire la simulation. Pour les personnes qui dépendent de la MSA, du régime agricole, vous pouvez faire la simulation directement sur la MSA. Et pour les personnes qui dépendent du régime général, donc j'entends par là la CPAM, vous pouvez faire la simulation et la demande auprès de la caisse d'allocation familiale de la CAF. Voilà, donc n'hésitez pas à faire la demande. Marie, est-ce que c'est la même chose pour les fonctionnaires? Alors, tout dépend, les fonctionnaires, parce qu'il y a les fonctionnaires du régime, enfin de la fonction publique territoriale, des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. En fait, tout dépend de votre caisse de sécurité sociale. Si la caisse de sécurité sociale, c'est la CPAM, il faut faire la demande auprès de la MDPH. Ensuite, c'est la CAF qui va vous verser cette allocation-là. Donc, tout D'accord. dépend de votre régime. Et pour la RQTH, etc., c'est la même chose. C'est tout dépend du régime des fonctionnaires ou c'est la Pas du RQTH est accessible à tout le monde? La RQTH est accessible à tout le monde. Mm. En fait, la RQTH, c'est une reconnaissance, c'est pas du tout une allocation. Il n'y aura aucun revenu avec une RQTH. Par contre, l'allocation adulte handicapé, c'est un montant que vous allez percevoir tous les mois. Donc, en fait, c'est versé en fonction de votre régime d'affiliation, que ça soit MSA, que ça soit SNCF, que ça soit régime un peu plus spéciaux ou CEPAM. Tout dépend. La RQTH, c'est une reconnaissance, alors que l'AH, c'est une prestation. C'est la différence. L'AH, on bénéficie d'un versement. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, on n'a pas de pécule, on n'a rien de financier. En direct, j'entends. Alors, la diapo suivante, on va aborder les cartes, puisque c'est souvent une question aussi qui m'est posée. À- Où est-ce qu'on peut demander les cartes d'invalidité, la carte de priorité, la carte européenne de stationnement? Donc, en fait, il en existe plusieurs. La première, c'est la carte d'invalidité. En fait, elle est délivrée à toute personne qui présente un handicap au moins égal à 80%. Donc, au niveau des avantages, c'est que vous pouvez bénéficier d'une demi-part complémentaire pour les impôts sur le revenu. Donc, il faut absolument informer les impôts de cette carte-là.
Exonération de la taxe d'habitation, donc à condition de ne pas être imposable, mais ça, c'est en train d'être revu au niveau de la taxe d'habitation. Et ne pas vivre avec quelqu'un sous le même toit qui est lui-même imposable. Donc là, c'est pareil, on prend en compte les ressources du foyer. Au niveau de la carte priorité, c'est une carte qui n'existe plus, en tout cas sous cette appellation-là. Enfin, elle était appelée carte station debout pénible. Elle permettait d'avoir notamment accès aux places assises dans les transports en commun, les salles d'attente, les salles de spectacle, etc. Et elle permet... La carte mobilité. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Elle permettait en fait d'obtenir une priorité dans les files d'attente, etc. Et donc, elle est délivrée par la MDPH également de votre département, donc à toute personne dont le taux d'incapacité est inférieur à 80%. Donc, c'est en fonction du taux d'handicap que vous allez pouvoir bénéficier de l'une ou de l'autre. Et la troisième carte, c'est la carte européenne de stationnement. C'est cette carte-là, c'est ce qui était anciennement appelé carte. Voilà, c'est ce qui est. Tu me parlais de la carte de mobilité tout à l'heure, Élise. Oui, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. C'est pas la carte de priorité. En fait, c'est cette carte qui est remplacée depuis le 1er janvier 2017 par la carte mobilité inclusion. Donc en fait, auparavant, c'était la carte européenne de stationnement, c'était le macaron bleu. Aujourd'hui, c'est la carte mobilité inclusion, ça s'appelle CMI. Je suis désolée pour toutes les appellations, mais c'est vrai que c'est assez barbare. Donc elle peut être délivrée à une personne contrainte d'être aidée dans tous ses déplacements. Elle permet aussi à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne de stationner notamment sur les places réservées aux personnes handicapées. C'est ce que vous pouvez voir notamment dans les places bien formalisées en fait au sol. C'est cette carte-là. Alors, la diapo suivante, on va aborder la prestation de compensation du handicap, notamment pour la personne qui me posait la question pour les soins qui n'étaient pas remboursés. Alors, ça peut entrer dans ce cadre-là. En fait, elle peut aider la personne en situation de handicap à mieux vivre son quotidien et à réaliser son projet de vie. C'est notamment le cas des personnes qui ont besoin d'aide à domicile. Donc voilà, vous pouvez faire une demande de PCH aide humaine pour bénéficier d'une aide à domicile dans ce cadre-là. Donc c'est une prestation qui est versée par le département. En fait, elle est destinée à rembourser des dépenses liées à la perte d'autonomie et elle est attribuée sans condition de ressources en totalité ou partiellement, donc en fonction du montant de vos ressources. Donc, je ne l'ai pas indiqué ici, mais elle peut aussi être utilisée dans le cadre d'aides liées à l'ergothérapie. Vous pouvez notamment, dans certains cas, faire appel à un ergothérapeute pour adapter votre logement. Donc, dans ce cadre-là, vous pouvez bénéficier d'une aide financière via la prestation de compensation du handicap. Donc, c'est une demande qui peut être faite dans le cadre du dossier unique, le dossier unique dont je vous parlais tout à l'heure. Par contre, la personne handicapée doit se trouver en situation de difficulté absolue pour réaliser certaines activités. Tout est... Oui. Moi, de te couper, il y a eu quelques questions qui sont arrivées. Donc, on a parlé à une des participantes d'une rente calculée sur les 10 meilleures années et deuxième, les années de congé parental et de maternité comptent-elles? Alors, je pense que la rente, elle doit faire référence à l'invalidité. Ceci. Et il y a une deuxième... Alors, qui n'est pas une rente, en fait. La pension d'invalidité n'est absolument pas une rente. Ça n'a rien à voir. Donc, je ne sais pas si c'est l'invalidité, la question à laquelle elle faisait référence. Tu Sachant que me la diras. pension d'invalidité, on va la voir Ouais, après. ouais.
Il y a un petit point sur la pension d'invalidité. Et il y a une deuxième question, c'est que une participante qui a fait une demande d'allocation adulte handicapé lors de la demande de RQTH qui a été accordée, Oui. la RQTH a été accordée, celle-ci a été refusée. Peut-on refaire une demande et sous combien de temps? Alors, ça dépend pour quelle raison la demande a été refusée. Si c'est lié à une question de ressources, tant que vos ressources restent inchangées, il est inutile de faire la demande. Par contre, moi, ce que je conseille aux personnes, c'est quand vous n'êtes pas sûr de vos revenus et que ça vous semble un peu complexe, vous pouvez refaire la demande tous les ans. Il n'y a pas de délai, à respecter. Par exemple, si à un moment T, vous déposez une demande qu'elle est refusée, vous pouvez absolument refaire une demande 3 mois plus tard. Il n'y a pas de délai à respecter. Notamment, Ouais, je pense à si, par exemple, il y a une aggravation de votre état de santé, vous pouvez de nouveau refaire une demande. Je ne sais pas si je super. suis claire. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si c'est OK pour vous? Faut pas hésiter, hein. Ouais? OK. Super. Donc oui, je tiens à rappeler bon après on va pas faire des demandes tous les 15 jours, hein, c'est pas l'idée. On va éviter d'encombrer, les services, mais il n'y a pas de délai pour renouveler la demande. À partir du moment où vos ressources changent ou que votre situation familiale change ou que votre état de santé change, à chaque en fait, changement, je me répète, hein, mais vous pouvez, de nouveau déposer une demande. Il y avait peut-être d'autres questions, Élise? Non, c'est bon. A priori, c'est parce que j'ai une invalidité inférieure à 50%. Oui, oui. Alors, dans l'immédiat, peut-être que c'est quelque chose qui peut être amené à évoluer, alors ce que je n'espère pas, ou diminuer. Donc, à chaque modification ou évolution, il faut surtout pas hésiter à renouveler la demande. Mm. Et comme on l'a dit précédemment, à vous faire accompagner surtout par quelqu'un, une assistante ou un assistant social qui travaille à la MDPH. Personnellement, j'ai bénéficié d'un tel accompagnement et je peux vous dire que c'est particulièrement sympathique et ça permet de faciliter les démarches administratives. Donc, on a une autre question et après, on va continuer puisqu'il est déjà 12h50. Qu'est-ce qui ferait que la RQTH ne soit pas prolongée si notre état de santé ne s'est pas sensiblement amélioré? Alors ça, Alors, est-ce c'était... alors, est-ce que tu peux répéter? Ça a coupé, juste. Alors, qu'est-ce qui ferait que la RQTH ne soit pas prolongée si notre état de santé ne s'est pas sensiblement amélioré? Alors, je comprends pas bien la question. Qu'est-ce qui ferait que la En gros, reconnaissance. est-ce qu'il y a une possibilité que la RQTH soit refusée, même si notre état de santé ne s'est pas amélioré, notre état de santé de base? Alors moi, je ne l'ai jamais vu. À partir du moment où il y a une aggravation, et que le médecin parce que alors c'est toujours pareil, il faut que l'ensemble des éléments médicaux soient bien, nad indexés au dossier pour qu'il y ait une acceptation. Souvent quand il y a des refus, c'est que, il manque soit un élément médical ou que, voilà, faut repréciser des éléments. Mais en général, s'il y a une aggravation, la reconnaissance, travailleur handicapé est acceptée, hein. Enfin moi, jusqu'à présent, j'ai jamais vu de refus. Moi non plus. C'est ce que je sais. Je vais t'inviter à continuer. On va avancer un Oui, petit peu et on c'est prendra. ça. Au niveau du projet de vie, le projet de vie, c'est l'ensemble des éléments qui, vont être apportés à la commission. C'est, en fait la partie qui vous est attribuée. C'est-à-dire que libre cours à vous d'expliquer votre situation. J'avais eu pas mal de questions par rapport à ça, c'est qu'est-ce qu'il faut indiquer? Qu'est-ce qu'on met dans le projet de vie? Alors c'est ce que je vous ai indiqué. En fait, c'est une, partie qui doit contenir donc vos envies, vos aspirations. Il faut surtout pas se freiner, sur les éléments que vous allez y inscrire.
tout est acceptable. Il n'y a pas de bon ou de mauvais éléments. Il y a simplement les éléments que vous allez donner pour expliquer au mieux la situation que vous vivez, que ça soit dans vos ressentis, dans vos difficultés à gérer le quotidien. Tout doit être inscrit. Voilà, il faut vraiment s'exprimer librement dans cette partie-là, puisque c'est vraiment un élément qui va être apporté à la connaissance de la commission. Donc moi, je vous invite vraiment à vous pencher sur cet élément-là. Et même, moi, je vous invite à ajouter des choses au maximum. C'est Vraiment, ça. excusez-moi de l'expression, mais à mettre le paquet sur, sur ce point, qu'il est vraiment important. Et ça permet aussi à la commission d'avoir un regard sur l'évolution de votre état de santé. Parce que vous pouvez déposer donc votre imprimé, enfin votre dossier à un instant T, et peut-être redéposer votre dossier 2, 5, 10 ans plus tard. Et comme ça, ils voient aussi l'évolution de votre état de santé. Donc, c'est très, très important de bien détailler votre projet de vie. Pour la diapo suivante, l'AGFIP. Donc l'AGFIP, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. C'est la structure en fait qui a été créée, notamment quand les entreprises ne respectent pas le pourcentage d'inscription de travailleurs handicapés, les entreprises doivent verser ces fonds-là à l'AGFIP. Et ensuite, l'AGFIP redistribue ces fonds, notamment quand vous avez cette reconnaissance travailleurs handicapés. Et quand notamment nous, au niveau du service social, quand on doit accompagner la personne à aménager son poste de travail, notamment pour financer par exemple, je prends un exemple d'un siège adapté, et ben, on va demander un financement à l'AGFIP. Voilà, pour être concise dans cette explication-là. On termine du coup sur la MDPH. Donc, je vous invite peut-être à me poser toutes vos questions ou repréciser s'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas compris avant de passer au droit santé. Alors, je regarde. Pour l'instant, pas de questions. J'ai tout posé. OK. Donc, au niveau des droits santé, je vais essayer d'être assez concise de toute façon. Après, n'hésitez pas, même à la fin de cette présentation, à poser peut-être vos questions à Élise et j'essaierai au maximum d'y répondre de manière plus personnelle. Donc, au N'hésitez niveau des... surtout pas, excuse-moi de te couper, Marie, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail si on n'a pas répondu à toutes vos questions après ce webinaire et je les transférerai à Marie. On vous fera une réponse ultérieure en peu de temps. Donc, n'hésitez surtout pas à nous transmettre vos questions via les différents mails que je vous ai envoyés. Petite précision pour les personnes qui viennent d'arriver, on est en enregistrement. Je vais diffuser l'enregistrement sur YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur le replay, n'hésitez pas à couper la caméra et votre micro. Voilà. Alors, au niveau des droits santé, donc on va voir tout ce qui est ALD, indemnité journalière, temps partiel thérapeutique, l'invalidité, la CMU et les aides extra-légales, puisque c'est des questions que j'ai eues en amont. Au niveau de l'ALD, donc affection longue durée, c'est peut-être quelque chose qui vous parle. En fait, certaines ALD ouvrent droit à une prise en charge à 100% des soins liés à votre pathologie. En fait, pour en bénéficier, vous devez vous rapprocher de votre médecin traitant ou des thérapeutes ou des différents médecins qui vous accompagnent. C'est votre médecin qui va rédiger un protocole en fait de soins qui mentionne notamment vos médicaments, vos traitements, vos pathologies, etc. Et donc, cette demande va être adressée à la Caisse de sécurité sociale.
Alors, elles peuvent être qualifiées d'exonérantes ou de non exonérantes, c'est important. La première, l'affection longue durée exonérante, donc l'ALD exonérante, c'est en fait les ALD qui sont inscrites sur une liste établie par le ministère de la Santé. On parle souvent de tableau. Il y a 30 ALD que vous pouvez retrouver sur Internet. En fait, ce sont les affections longue durée qui sont les plus courantes et souvent les plus coûteuses. Ce sont notamment les AVC, le diabète, insuffisance cardiaque, la tuberculose, etc. Et des pathologies psychiatriques assez graves et lourdes. Et le cancer, bien évidemment. Les ALD qui sont non exonérantes, elle nécessite quand même un arrêt de travail et un traitement d'une durée supérieure à 6 mois, mais le patient qui en bénéficie n'est pas pris en charge à 100%. C'est notamment l'hypothyroïdie, l'épilepsie, etc. En fait, il y a certaines dépenses de santé qui restent à votre charge. Voilà, c'est la grande différence. En fait, en fonction de l'affection longue durée que vous allez avoir, vous pouvez ou non être exonéré ou pas, notamment du ticket modérateur. La partie suivante, les indemnités journalières. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez courant, où vous pouvez rencontrer, notamment quand vous êtes en arrêt. Marie, Alors, je sachant... vais te couper parce que là, il y a une question qui va intéresser beaucoup, beaucoup de participantes. Oui. L'endométriose entre dans quel cadre? Exonérante ou non exonérante? Alors, ça dépend. Ça dépend de la demande. Je pense que ça va être plutôt la deuxième. Ça va plutôt être non exonérante, je ne suis pas sûre. Il faudrait se renseigner, mais à mon avis, je ne suis pas sûre qu'elles soient inscrites dans les 30 pathologies fixées par le ministère de la Santé. Après, à voir si en fonction des différentes législations qui évoluent, peut-être que ça peut rentrer, mais je crois qu'elle est hors liste. Il me semble qu'elle est hors liste. Semble aussi. Oui, ouais, on confirme, mais je suis d'accord avec vous. Pour moi, elle est hors liste. Donc, elle va rentrer plutôt dans la deuxième partie. Alors, au niveau des indemnités journalières, on peut en bénéficier selon 3 risques. On est couvert dans le cadre de la maladie, la maternité et l'accident du travail, une maladie professionnelle. Bon, ça, je vais passer très vite parce que c'est quelque chose que plus ou moins tout le monde connaît. Donc, pour avoir des indemnités journalières, il faut être en arrêt, donc bénéficier d'un certificat d'arrêt de travail qui est établi par le médecin. Pour en bénéficier, l'employeur doit transmettre à la MSA, ou là, je ne l'ai pas mis, à la CPM, votre attestation de salaire pour en bénéficier. Il peut y avoir un délai de carence ou non selon vos entreprises et vos conventions collectives. Et il faut respecter le délai triennal. Alors, le délai triennal, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, vous pouvez bénéficier d'indemnités journalières pendant 3 ans maximum. Ça, je passe très vite parce que c'est généralement quelque chose qui est assez bien compris. Au niveau du temps partiel thérapeutique, ça c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est souvent appelé mi-temps thérapeutique, mais c'est un défaut de langage parce que le temps partiel thérapeutique on peut très bien trouver du mi-temps, du 50%, mais ça peut être du 80% également et ça peut être une durée minimum à 50% également. Donc, il vous permet de reprendre progressivement sur votre activité professionnelle suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail, même une maladie courante. La demande de temps partiel thérapeutique est à faire par votre médecin traitant. Elle doit être accordée par le médecin conseil de la sécurité sociale. Ce temps partiel doit être accordé par l'employeur et après avis du médecin du travail sur votre aptitude à reprendre votre poste de travail. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander auprès de votre médecin traitant. Je passe ensuite à l'invalidité. Ça fait beaucoup de choses, je suis désolée, mais c'est vrai que le droit français est riche à ce niveau-là. Alors, l'invalidité, on peut faire une demande d'invalidité suite à une maladie.
et non pas une maladie professionnelle, un accident du travail. L'invalidité n'est possible que suite à une maladie. Alors, si vous êtes considéré pardon, invalide si votre capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins 2/3. Alors, en fait, ça, c'est un pourcentage qui va être défini par le médecin conseil de la Caisse de sécurité sociale. Alors, il y a 3 catégories. La pension d'invalidité 1, 2, 3. Sachant que quand on est en catégorie 3, il faut absolument l'aide d'une tierce personne. Donc, en fait, c'est selon la gravité de votre handicap, c'est de 1 à 3. Sachant que 3, c'est un handicap ou un problème de santé qui est très, très, très important et lourd. Alors, c'est la personne qui parlait tout à l'heure de rente. Alors, ce n'est absolument pas une rente. En fait, c'est un montant qui vous est versé tous les mois. La pension d'invalidité est effectivement calculée en fonction de vos 10 meilleures années travaillées. Alors, je ne pourrais absolument pas vous donner un montant type, puisqu'en fait, il est calculé en fonction des revenus que vous avez gagnés sur les 10 meilleures années. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne pourrais pas vous donner là dans l'immédiat. C'est quand vous ferez la demande que ça va être estimé. Alors, une personne qui a une invalidité peut bien évidemment travailler, sauf pour la catégorie 3. Une personne qui a une PI 1 et une PI 2 peut travailler, mais peut travailler sur un temps de travail réduit. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est logique qu'une personne qui a une pension d'invalidité ne va pas faire du temps plein, puisque ça induit quand même qu'il y ait un problème de santé qui fait qu'on ne peut pas travailler de manière, sur un temps plein. Et alors, il faut savoir qu'une personne qui a une invalidité peut être licenciée pour inaptitude après avis du médecin du travail. Mais encore une fois, et je tiens à préciser, ça dépend de la nature de votre problème de santé. C'est pas parce que vous allez avoir une invalidité que vous allez être licencié. Pas du tout. Voilà, alors je passe à la diapo suivante. Il y avait des questions liées à la CMU. Alors, il faut savoir que la CMU n'existe plus, en tout cas sous ce terme-là. Ça a été remplacé par la PUMA. Alors, c'est la protection universelle maladie depuis le 1er janvier 2016. Donc, en fait, ça concerne toutes les personnes qui travaillent ou non. D'ailleurs, on peut bénéficier d'une CMU même si on ne travaille pas. Elle garantit en fait une prise en charge continue des frais de santé par l'assurance maladie. Donc, c'est en fait, ça garantit pour chaque personne d'avoir une couverture maladie. Ça permet de bénéficier de prises en charge particulières, notamment pas de dépassement d'honoraires sur les tarifs médicaux. Vous pouvez être remboursé également sur votre forfait journalier en cas d'hospitalisation. Et il n'y a pas de franchise médicale ou de participation forfaitaire des 1 € à payer. Donc, vous n'avez pas non plus d'avance de frais médicaux à faire. Donc ça, c'est une demande qui est à faire auprès de votre caisse de sécurité sociale également. Et la diapo suivante, c'est, je ne les ai pas développées, c'est ce qu'on appelle les aides sociales extra-légales. C'est notamment les aides que vous pouvez faire auprès d'une assistante sociale du département, auprès de vos complémentaires, auprès de vos caisses d'assurance maladie. Je sais que notamment auprès de la CPAM et de la MSA, des choses très concrètes du style par exemple, des bas de contention qui ne sont pas forcément pris en charge par le régime général, donc ce qu'on entend, la CPAM et la MSA, peuvent être pris en charge par certaines mutuelles, par certaines complémentaires. Donc, n'hésitez pas à solliciter voilà, tous les organismes, quitte à avoir un refus, mais en tout cas, n'hésitez pas à solliciter tous les organismes en lien avec la santé. On a quelques questions. Est-ce que les personnes qui ont leur micro peuvent le couper, s'il vous plaît? C'est super important parce qu'on entend des bruits parasites. Donc, le petit micro est juste en dessous de la fenêtre. Merci beaucoup. Alors, on a des petites questions.
J'ai une endométriose et cela fait 3 fois que l'on me refuse ma demande d'ALD. Comment faire? Alors, il y a des voies de recours. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de solliciter directement les voies de recours. Quitte à demander aux médecins traitants et aux médecins un peu plus spécialistes qui vous accompagnent de mettre le paquet. Mm. Parce que souvent, il faut savoir que les médecins traitants sont pas spécialistes hein, de toutes les pathologies. Donc, il ne faut pas hésiter à demander des examens ou des arguments complémentaires auprès des différents spécialistes qui vous accompagnent. Et vous pouvez bien, il y a des voies de recours hein, par rapport à Ok. l'ALD. Alors, il y a des voies de recours et aussi il y a des listes de pathologies et il y a des termes qui sont utilisés précisément pour avoir droit à la prise en charge. Par exemple, moi, je sais que je suis touchée par 3 maladies chroniques et le médecin, quand il m'a fait ma demande d'ALD, il a mis des termes particuliers pour que ce soit accepté, parce que la fois d'avant, il les avait pas mis et ça n'avait pas du tout été accepté. C'est pour ça que certaines personnes, vous dites que vous bénéficiez d'une ALD par rapport à l'endométriose et qu'il y a d'autres personnes qui ne bénéficient pas de l'ALD. C'est peut-être parce que les termes utilisés par le médecin traitant ne sont pas les bons. Et ça, Mm. le seul moyen de les mettre sur votre document, c'est de demander au médecin traitant d'aller sur, alors je ne sais plus quel site, il y a un site qui référence toutes les maladies qui sont prises en charge et en fait, il doit juste faire un copier-coller sur la demande. Ouais. Alors, normalement, les médecins traitants doivent être au fait hein, Oui, de toutes ces législations-là. Normalement, c'est pas aux assurés enfin, voilà, de faire ces démarches-là, mais effectivement, parfois, vous avez plus d'infos que certains médecins généralistes. Ouais. ouais. Si la réalité était conforme à ce que ça devrait être, surtout Mm. dans l'administratif, ce Ouais, serait c'est ça. génial. Est-ce que ça vaut le coup de faire la demande pour la pension d'invalidité quand on a des maladies non reconnues comme l'endométriose ou la fibromyalgie? Alors, l'invalidité, c'est complètement différent de l'ALD. Vous pouvez faire une demande d'invalidité pour n'importe quelle pathologie. En fait, le médecin conseil, quand il va vous recevoir, il va donc vous ausculter, il va prendre en compte l'ensemble des pathologies que vous avez. Par exemple, imaginons, je dépose une demande d'invalidité, donc le médecin conseil me reçoit et donc je lui fais part de problèmes cardiaques et de tendinite à répétition au niveau des épaules. Et je peux aussi lui parler de, ben, par exemple, je n'ai plus de ménisque au niveau du genou. Et ben, il va prendre en compte l'ensemble des pathologies. Il va prendre en compte l'ensemble de votre état de santé pour vous attribuer l'invalidité. Il va pas, par exemple, vous fixer l'invalidité que pour la fibromyalgie ou que pour l'endométriose. Non, il va prendre en compte, en fait, l'incidence qu'a vos pathologies sur votre état de santé. Ah, je ne sais pas si je suis claire. Oui, C'est enfin en pas tout cas parce pour qu'on moi. a une maladie qu'on aura l'invalidité. Non. En fait, il va mesurer l'impact de vos pathologies sur votre état de santé et mesurer effectivement si l'invalidité a lieu ou non. J'ai une petite remarque à faire à ce niveau-là. Donc, quand vous faites une demande d'invalidité, vous allez être reçu par le médecin conseil. Il est possible, et il est régulier, que le médecin conseil vous dise que vous n'êtes pas atteint d'une invalidité de 2 tiers, ce sont les conditions en fait pour avoir l'invalidité. Je vous conseille fortement, de quoi qu'il arrive, de faire un recours si votre invalidité est refusée, de faire un recours parce qu'en fait, quand vous allez faire le recours, votre dossier sera analysé par un expert de votre maladie, enfin en tout cas de la maladie enfin des affections que vous allez présenter, parce que la maladie, elle peut ne pas être reconnue, mais les affections dont vous souffrez peuvent être reconnues. Et donc, le fait de faire un recours, ça va vous permettre de voir ou d'être étudié, entre guillemets, excusez-moi du terme, d'être étudié par un expert, et donc votre demande sera potentiellement plus acceptée que si vous passiez juste par le médecin conseil.
Voilà, j'avais C'est juste ça, un c doute. c'est comme l'ALD, il y a toujours des voies de recours. Donc effectivement, en fait, quand vous faites un recours, c'est à vous, quelque part, d'apporter des éléments complémentaires et des preuves, pour, justement solliciter un peu enfin, ce type d'expert. Donc effectivement, vous pouvez bien évidemment, mener des recours. Alors, il y a une autre question, c'est à partir de quel stade de l'endométriose peut-on demander l'ALD pour une endométriose dite superficielle mais invalidante sans traitement? Est-ce qu'on peut le faire quand même? Et ben, moi, j'aurais tendance à dire, qu'il faut pas, se freiner, en fait. À partir du Mmh. moment où la pathologie a une conséquence sur, l'état général, il faut faire la demande. Je pense que le seul moyen de faire un peu avancer, la législation et le droit français, c'est de, montrer avoir, les différentes pathologies et les différentes, conséquences au quotidien. Donc moi, je dirais à partir de n'importe quel moment, pardon, à partir du moment où votre pathologie a un impact sur votre état de santé, faites la demande. Je pense qu'il n'y a que comme ça que sera reconnu plusieurs pathologies comme ça qui sont actuellement hors liste. Alors, j'ai une question intéressante. Peut-on demander une double ALD? J'ai de l'endométriose et j'ai également, pour laquelle je suis reconnue, mais j'ai également des troubles de la posture associés. Est-il possible de faire une double ALD? Oui, il est possible de faire une double ALD quand la pathologie est bien distincte, D'accord. Alors après, moi, donc je sais que sans toutes mes problème. pathologies sont inscrites sur ma demande d'ALD, donc Mmh. alors qu'elles sont. En En fait, l'ALD, c'est par rapport au remboursement de soins. Donc, par exemple, si, vos médicaments sont en lien avec, l'endométriose, que c'est remboursé, parfait. Mais par exemple, vous pouvez avoir une autre pathologie qui nécessite des soins médicaux coûteux. Il faut absolument faire une demande d'ALD pour celle-ci aussi. Mm. Donc oui, on peut avoir plusieurs ALD pour différentes pathologies. Est-ce qu'il faut faire deux demandes distinctes ou est-ce que ça peut être sur le même document? Non, ça peut être fait en une fois. Bien sûr, le Mm. le médecin généraliste peut traiter la demande en une fois. Mais par contre, vous aurez bien quand même, enfin, ça va être bien séparé, au niveau de la caisse de sécurité sociale. Mais ça, Mm. c'est assez transparent pour vous. Peut-on, dans ce cas, demander une ALD 32, 30, je pense. Alors une ALD 32, je suppose que c'est lié à la pathologie 32 qui est inscrite sur je sais pas, sur le tableau, polypathologie. Polypathologie. Beh oui, sans problème. Euh, Bah, on va continuer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mm. On va continuer. Alors, j'aborde là plus, le volet maintien en emploi, reconversion professionnelle et notamment, j'avais pas mal de questions liées, à la médecine du travail, médecine conseil et cetera. Donc je vais essayer de vous expliquer. Donc vous allez pouvoir rencontrer, dans votre, carrière professionnelle, 3 médecins. Donc c'est la diapo suivante. Votre médecin généraliste qui, est aussi appelé médecin de famille, c'est celui, souvent que vous consultez en première intention. Dans la plupart des cas, le médecin traitant d'une personne est un médecin généraliste, hein. Ça peut être certains spécialistes, mais c'est assez rare quand même. Vous avez ensuite le médecin du travail. Donc en fait, le rôle du médecin du travail, il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant, vos conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion sur leur état de santé et cetera. En fait, ils ne pratiquent pas la médecine, de la clientèle courante, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous délivrer un arrêt de travail ou, une ordonnance. En fait, le médecin du travail, ça va être la personne à solliciter quand vous rencontrez une problématique de santé sur votre lieu de travail. Et le rôle du médecin conseil,
c'est plutôt d'accompagner l'évolution des pratiques des professionnels. En fait, c'est souvent ce que j'appelle les médecins comptables, entre guillemets. C'est notamment ces praticiens qui interviennent dans la structuration des soins de territoire et, par exemple, qui vont demander aux contrôleurs de venir voir si une personne est bien à son domicile entre telle heure et telle heure, si elle respecte bien les ordonnances prescrites, etc. Voilà, donc on confond souvent le médecin du travail et le médecin conseil, et pourtant ils n'ont pas du tout le même rôle. Le médecin conseil, vous allez plutôt le voir quand vous allez faire une demande d'invalidité ou de reconnaissance de maladie professionnelle, etc. Alors que le médecin du travail, il est vraiment là pour vous accompagner quand vous avez un problème de santé sur votre poste. Donc c'est bien différent. Donc c'est ce que je précise à la diapo suivante. Vous avez soit un médecin du travail qui fait partie de l'entreprise, quand ce sont des grosses entreprises. Quand ce sont des petites entreprises, vous avez ce qu'on appelle les services de santé au travail, euh, ou, euh, ou ça peut être des médecins du travail qui se trouvent dans une caisse de sécurité sociale. Alors, les médecins du travail peuvent conduire des actions de santé, donc des actions de prévention santé dans les entreprises. Ils surveillent aussi l'état de santé des différents travailleurs. C'est notamment les visites d'embauche que vous pouvez avoir ou les visites annuelles que vous pouvez avoir si vous êtes toujours en activité. Donc, comme je le disais, ils ne dispensent pas de soins et pas d'ordonnance. Par contre, s'ils estiment que votre état de santé est sévère ou est sérieux et que ça nécessite un suivi un peu plus adapté, ils peuvent vous orienter vers votre médecin traitant. Il faut savoir aussi que le médecin du travail a libre accès dans les différentes entreprises et qui peut très bien, à sa propre initiative ou à la demande de l'employeur, venir évaluer votre poste de travail. Donc, il peut très bien venir interroger votre employeur sur vos conditions de travail. Au niveau de la diapo suivante, les visites médicales, donc ça, c'est des choses que vous devez sans doute connaître si vous êtes en activité. On peut avoir le suivi, ce qu'on appelle SIR, en fait, c'est le suivi individuel renforcé. Ce sont les visites effectuées par les médecins du travail, notamment quand il y a des postes à risque. C'est notamment le cas voilà, quand les personnes travaillent avec de l'amiante, etc. Les personnes qui travaillent de nuit aussi ont un suivi un peu plus renforcé. Sinon, c'est des visites de pré-reprise. Ou les visites annuelles. Les visites de pré-reprise, c'est quand vous êtes en arrêt de travail. Vous pouvez très bien, quand vous êtes en arrêt de travail, demander un rendez-vous avec la médecine du travail. Donc, c'est ce qu'on appelle une visite de pré-reprise. Et la visite de reprise du travail, c'est quand vous êtes vu par le médecin du travail suite à un arrêt de longue durée ou quand, ce qui a été notamment le cas pour moi, quand j'ai été en arrêt, par exemple, suite à un congé maternité, ils sont dans l'obligation de vous voir absolument avant de reprendre votre poste de travail. Voilà. Le médecin du travail intervient également quand il y a un risque d'inaptitude sur votre poste de travail. Donc, c'est lui qui peut également vous accompagner sur des risques de licenciement pour inaptitude. J'ai eu un petit souci avec la présentation, je suis désolée. Pas de souci. Et donc, je parlais justement du licenciement pour inaptitude médicale. Vous pouvez être licencié pour inaptitude quand votre état de santé n'est plus compatible avec votre poste de travail. Voilà pour cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'évite de rentrer peut-être trop dans les détails parce que je vois que l'heure file et je vais Alors, peut-être laisser un oui, il y a des certain temps questions, pour on les va questions. rapidement y répondre. Si l'état de santé, alors ça j'y ai répondu. Mon médecin pense que les années de congé parental et maternité comptent dans les 10 années pour l'invalidité. Est-ce exact? Alors, c'est les 10 meilleures années travaillées. Donc, ça dépend en fait. Tout dépend du nombre d'années exercées.
Effectivement, s'il y a moins de 10 années, ces périodes-là sont prises en compte. Mais normalement, quand vous avez travaillé plus de 10 ans, c'est vraiment les 10 meilleures années travaillées. Les périodes de congé ne doivent pas être prises en compte. Alors, autre question, après je m'occuperai de la présentation. Peut-on demander la LD sur une endométriose stade 2 et une fibromyalgie, sachant que je ne travaille pas? Est-ce qu'on peut Oui, demander une LD sachant qu'on ne travaille pas? oui, il y a pas d'incidence avec le fait de travailler ou non. En fait, l'ALD intervient juste sur le remboursement de soins. Donc, il n'y a aucun impact si vous êtes en activité salariée ou non. Bien sûr, faites la demande. Vu aucun médecin du travail après mes congés maternité. Alors là, je dirais que c'est une question de RH, c'est pas une question de... Ah, c'est surtout une question de droit du travail, c'est une obligation légale. Donc, il faut absolument être revu, il me semble, dans les 2 ou 3 mois après votre reprise, mais c'est une obligation après un long arrêt d'être vu par la médecine du travail. Oui. Alors, je sais qu'il y a parfois certains ratés avec les services de ressources humaines, du fait peut-être d'un surcroît d'activité, etc. Mais si ce n'est pas le cas, moi, je vous conseille de le demander parce Oui. que c'est une obligation légale. Et vous avez le droit de contacter directement la médecine du travail s'il y a un manquement de la Tout part à de fait. votre employeur. On peut aller jusqu'au prud'homme, mais on va éviter hein, parce que c'est rentré dans une longue procédure. Mais dans un premier temps, contactez le service ressources humaines et la médecine du travail. Mm. Alors, reprend-on si on n'a pas été vu après un an d'arrêt? Alors, on peut reprendre. Mais normalement, vous devez être vu par la médecine du travail. Ça aussi, c'est une obligation légale. Après un arrêt de longue durée, vous devez même voir un médecin du travail. En fait, c'est à votre employeur de faire la démarche. Si ça n'est pas fait, vous pouvez contacter directement la médecine du travail. Même dans votre arrêt, vous pouvez contacter la médecine du travail. Vous pouvez être vu pendant votre arrêt de travail. Et Sans que votre employeur soit au courant d'ailleurs. il y a une troisième possibilité, mais là, je pense que, je pense que vous entrez dans des conflits, c'est de contacter les syndicats. Oui, les Tout ce qui est représentants du personnel. CSE, représentants du personnel, pour que Mm. eux puissent demander des comptes à l'employeur. Ouais. C'est une obligation légale, hein, donc oui, c'est solliciter les syndicats et si c'est pas fait, ça peut aller jusqu'au prud'homme, ouais. Ouais, mais c'est une obligation légale. Mm. Donc là, Laetitia demande, enfin, elle dit que elle a demandé au rectorat de la recevoir. Alors c'est la médecine du travail, c'est pas le rectorat. Faut prendre contact avec Ah oui, la c'est la médecine du médecine. travail. Ouais. Euh, alors, attends. Et donc, elle a fait, mais aucune réponse du rectorat. Quand elle ne répond pas, donc prendre contact avec la médecine du travail ou avec les représentants du personnel si vous n'avez pas la De possibilité. réponse. Quel est l'intérêt? C'est de vérifier votre aptitude au travail. Je ne sais pas s'il y Mm. a un autre intérêt, Marie. Bah si, c'est donc surtout l'aptitude au travail et puis de voir effectivement si votre poste est adapté. Parce que si à un moment donné, votre état de santé ne vous permet pas, par exemple, de travailler à temps plein, ça peut être, comme on l'a vu, de reprendre à temps partiel thérapeutique. Ça peut être fait par votre médecin traitant, vu aussi avec le médecin du travail. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être vues avec le médecin du travail. Mm. Donc, ça a un réel intérêt de voir en amont le médecin, oui, le médecin du travail. Alors, Manuel nous dit qu'elle est actuellement en arrêt à cause de son endométriose, inapte pendant 6 mois. Son Mhm. employeur a refusé l'adaptation de poste, d'où l'arrêt, l'inaptitude prononcée par le médecin du travail. Elle Mm. souhaite être mutée.
comment elle peut sortir de son arrêt ou de son inaptitude si elle a trouvé un emploi mieux adapté à sa maladie. Ah bah, il faut de toute façon qu'elle attende la démarche de licenciement pour inaptitude. Parce qu'on ne peut pas être... Enfin, je pense qu'elle est toujours sous contrat de travail. Donc, tant qu'elle est sous contrat de travail, il faut attendre cette procédure-là. Même pour bénéficier des indemnités par la suite. Parce que si jamais Elle est fonctionnaire. elle est fonctionnaire. Ouais, mais il n'empêche qu'il faudra quand même sortir du circuit. Mm. Donc, il faut attendre. Parce que c'est pour aller vers du privé ou... Attends, on attend la... Toujours du public. Alors, si c'est la même... En fait, tout dépend. Si c'est la même structure, est-ce que le licenciement pour inaptitude a un intérêt? Et si c'est le même établissement, est-ce qu'une une reconversion dans... Enfin, est-ce qu'un maintien, un reclassement professionnel n'est pas possible dans la même entreprise? Par contre, si aucun reclassement n'est possible dans l'entreprise ni à votre poste de travail, il faut absolument être licencié pour inaptitude. Et Et ensuite faire la démarche de reconversion. donc là, il y a Claire justement qui est dans cette démarche. Elle a été licenciée pour inaptitude médicale, puis repartie dans une autre voie en reconversion. Oui, Il y a juste cette remarque. c'est tout à fait Est-ce que ça. Claire, vous avez une question à ce sujet? Comment est-on reconnu pour inaptitude? C'est le médecin du travail qui évalue l'inaptitude au travail. Et comment est-on licencié pour inaptitude? Eh ben, c'est ça, en fait. C'est au niveau de la procédure. Je vais... Tu veux Ah oui. que... Non, au niveau de la procédure pour inaptitude, en fait, vous êtes en arrêt de longue durée. Vous voyez le médecin du travail. Le médecin du travail vous dit, bah non, votre état de santé n'est pas du tout compatible avec votre poste de travail. Du coup, ce qu'il va faire, c'est solliciter l'employeur. Il va solliciter l'employeur, dire à l'employeur, bah non, là j'ai vu Madame X, là son état de santé ne lui permet pas à reprendre à son poste de travail. Avez-vous d'autres postes dans l'entreprise pour la reclasser? On essaye de maintenir au maximum le salarié dans l'entreprise. Donc l'employeur et le médecin du travail vont visiter l'entreprise tous les deux, hop, vont aller regarder s'il n'y a pas un autre poste qui est plus adapté à votre état de santé. Si aucun autre poste de travail n'est adapté, à ce moment-là, le médecin du travail va déclarer l'inaptitude médicale. Et à ce moment-là, vous allez être licencié et vous allez pouvoir rentrer dans une démarche de reconversion par la suite. Mais on essaye au maximum de garder le salarié dans l'entreprise. Mais si aucun poste n'est adapté, dans ces cas-là, le médecin du travail déclare l'inaptitude. Est-ce que c'est plus clair? Comment cela se passe lorsque l'on est auto-entrepreneur? Ah, j'ai pas vu toute la question. Alors, alors non, Claire n'avait pas de questions, c'était juste pour faire part de son expérience. Elle a fait une démarche il y a 5 ans, repartie en formation pendant 2 ans, Oui, c'est et elle a ça. trouvé un emploi directement dans une entreprise compréhensive sur l'adaptation des postes. C'était Mmh. juste pour témoigner des choses positives. Oui, tout à fait. Christelle, comment cela se passe lorsqu'on est auto-entrepreneur? J'ai dû arrêter mon poste en présentiel du fait de mon endométriose trop invalidante. Alors là, le problème, c'est que auto-entrepreneur, est-ce que c'est la même caisse? Ah non, en fait, on est, quand il y a ces 2 statuts différents. Auto-entrepreneur, en fait, on est chef, on est responsable, donc il y a la démarche n'est pas du tout la même. Donc Manuel, régime de sécurité sociale, si, micro-entreprise.
Mais c'est pas du tout le même système dans la mesure où il y a pas de médecine du travail, donc Non, c'est ça. En fait, la médecine du travail est vraiment là pour accompagner les salariés face à l'employeur, notamment pour garantir que le salarié puisse faire valoir ses droits dans le cadre d'un maintien à son poste ou un reclassement professionnel. Là, quand on est auto-entrepreneur, en fait, on est responsable de sa propre entreprise, si mmh, je mesure bien les faits. Donc, dans ces cas-là, c'est un arrêt de l'activité. C'est comme si un chef d'entreprise cessait toute activité professionnelle, quoi. ouais. En revanche, ce que vous pouvez faire, Christelle, c'est de prendre contact avec la sécurité sociale, avec votre organisme, et de voir avec eux la possibilité, comment faire justement pour être reconnu en inaptitude. La problématique de l'auto-entreprise, c'est justement le fait que finalement, on se retrouve un petit peu sans protection sociale. Et C'est ça, le statut est complexe. Mm, ouais, c'est un petit peu le désavantage d'être à son compte quand on est malade. tout à fait, ouais. C'est que à un moment donné, si on a une grosse pathologie, on se retrouve un petit peu démuni face à ça. Donc moi, je vous invite fortement à prendre contact avec votre représentant de la sécurité sociale. Et alors moi, je sais qu'au niveau de l'URSSAF, ils répondent très très bien à mes questions. Donc n'hésitez pas Ouais. à contacter quelqu'un qui s'occupe du régime auto-entrepreneur. Voilà. J'ai pas d'autres questions. On Ok. va passer à la suite. Je pense que là, on a répondu à toutes les questions. Si j'ai pas répondu, enfin si j'ai pas posé une des questions, n'hésitez surtout pas à la reposer en dessous, comme j'ai demandé à Axel et à Manuel ou à Laetitia, je me souviens plus. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en dessous. Donc, on va juste continuer puisque l'heure tourne et on prendra vos questions à la fin. Il reste pas beaucoup de slides, donc normalement, on prendra quelques questions à la fin. Et comme on l'a dit tout au long de ce webinaire, je récupérerai à la fin du webinaire et surtout plus tard vos questions et je les transférerai à Marie qui fera une réponse rapide par écrit. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Pas de souci. Après, la partie qui va venir, les dispositifs de maintien en emploi, c'est juste pour votre information, c'est des dispositifs que vous pouvez solliciter auprès de vos caisses de sécurité sociale. Voilà, parce qu'après, c'est très spécifique selon les départements. Je vous en ai donné plusieurs. Le bilan de compétences, par exemple, il est possible pendant un arrêt de travail. Vous pouvez le solliciter à n'importe quel moment. Il faut savoir que c'est un dispositif que, à partir du moment où vous cumuler, enfin en tout cas que votre organisme finance un organisme de bilan de compétences, vous pouvez en solliciter un. C'est de même que je ne sais pas si ça vous parle, le compte professionnel de formation CPF. C'est le nouveau, enfin ce qui a remplacé le DIF et le CIF. Voilà, en fait, vous avez droit à des heures de formation et vous pouvez les solliciter dans ce cadre-là. Donc, si jamais vous êtes en questionnement par rapport à une éventuelle nouvelle formation, vous pouvez solliciter les bilans de compétences. Vous avez aussi ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle, le CEP. En fait, c'est un service d'accompagnement gratuit et personnalisé qui est proposé à toute personne qui souhaite faire le point sur sa situation professionnelle et de vous aider à formaliser un projet aussi professionnel. C'est gratuit, confidentiel, personnalisé. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez solliciter auprès du FAFCA, de l'OPCALIM, du FONGECIF, de Pôle emploi ou Cap emploi. Cap emploi, c'est les personnes qui ont justement la reconnaissance de travailleurs handicapés peuvent passer par, non pas par Pôle emploi, mais par Cap emploi. Donc voilà, c'est en fonction de votre situation, vous pouvez bénéficier du conseil en évolution professionnelle. C'est des choses que vous pouvez solliciter. Je vous laisserai noter, tout est accessible sur Internet, donc n'hésitez pas à aller voir, en tout cas vous informer sur tous ces dispositifs de maintien en emploi.
Vous avez aussi l'ARPIGE. Alors l'ARPIGE, c'est l'action de remobilisation pour des assurés sociaux qui sont en indemnité journalière. Ça, c'est très régional. En fait, on le fait, nous, au niveau de la Bretagne. En fait, c'est une action qui permet aux salariés qui sont en arrêt de travail de bénéficier d'un stage collectif, en fait, de 9 semaines et de 2 semaines en entreprise, en fait. Ça permet aux personnes qui ont une pathologie et qui veulent se reconvertir de tester en fait leur état de santé avec une nouvelle pratique professionnelle. Donc, alors ça, je sais que c'est fait au niveau de notre région. Peut-être que c'est fait aussi, ça s'appelle peut-être pas ARPIGE, mais ça a peut-être une autre appellation. Enfin, rapprochez-vous en tout cas de vos caisses de sécurité sociale. Il y a des choses très bien faites qui sont menées pour les personnes avec des pathologies un peu, en tout cas qui ont un impact sur la conduite de l'activité professionnelle. C'est Alors, un peu la même. Sandrine Oui, qui nous dit qu'elle habite dans le 66. Il y a un pôle de maintien à l'emploi au niveau de la médecine du travail qui aide les super. salariés qui rencontrent des difficultés dans l'entreprise. Donc c'est dans le 66. Sandrine, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à transmettre dans le chat. Voilà. Merci beaucoup. Super. Donc renseignez-vous au niveau de vos départements et régions, il y a plein de choses qui existent. Mais voilà, on n'a peut-être pas forcément l'énergie des fois de se renseigner, mais en tout cas, il y a plein de belles choses de faites pour pouvoir vous accompagner et maintenir sur votre poste de travail s'il y a lieu. N'hésitez La même pas chose. à contacter, excuse-moi encore de te Oui. couper, n'hésitez pas à contacter un assistant social de la MDPH. Ils sont au courant des dispositifs qui sont autour Mm. de la région. On le répète, mais c'est très important, je pense. Oui. De même que l'essai encadré, c'est un autre dispositif voilà, qui permet, alors qui se déroule obligatoirement pendant l'arrêt de travail et peut durer 3 jours maximum et applicable dans tous les types d'entreprises. Donc voilà encore un dispositif qui peut être sollicité si jamais voilà, le maintien à votre poste est compliqué. Et je termine avec le contrat de rééducation professionnelle en entreprise qui s'adresse à un salarié qui est dans les 4 conditions suivantes. Donc, être en arrêt de travail avant la mise en place de ce contrat-là. Donc, avoir la reconnaissance de qualité travailleur handicapé. Donc, comme quoi, voilà, je vous ai dit, c'est très important en tout cas, ça a des bénéfices de bénéficier de cette reconnaissance-là. Être indemnisé par la CEPAM au titre de la maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Et l'état de santé du salarié laisse présager des difficultés à la reprise de son poste de travail. Donc voilà, ça c'est encore des dispositifs qui existent dans le cadre d'une reprise à son poste compliquée du fait d'une pathologie. Donc il y a plein de dispositifs existants. Mais voilà, encore une fois, je vous invite à vous rapprocher de vos caisses de sécurité sociale, de la MDPH, de la médecine du travail, de Cap Emploi, de Pôle Emploi, de vos organismes de formation. Il y a plein de choses qui existent. Voilà pour ma part, je passe assez rapidement, mais c'est tellement vaste et tellement large et il y a autant de situations que de problématiques. Donc voilà, j'ai essayé de balayer un panel de situations. Est-ce que vous avez encore des questions? Je pense qu'on en a perdu quelques-uns au cours de cette présentation. Mais la présentation sera en replay sur YouTube. Je vous enverrai tout ça sur YouTube, donc il n'y aura pas de problème. Super, il y a Axel qui dit un grand merci, Claire qui dit non, pas pour moi, merci pour toutes ces réponses. Est-il possible de consulter, entre guillemets, Marie pour avoir un échange individuel? Oui, 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 bien sûr, pas de problème. Je te laisserai donner
mes coordonnées du coup, Élise, peut-être? Enfin, je sais Euh, pas sous quelle forme on pourra. Bah, on verra ça Hein, voilà, on va en off, s'organiser parce du que coup. ça me Ouais. dérange un petit peu de transférer ton adresse mail Oui, 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 à c'est toute la ça. Terre. Ouais. Mais si on verra comment on s'organise pour que tu puisses. Alors, où peut-on trouver les termes spécifiques concernant la demande d'ALD, notamment pour l'endométriose? Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Alors ça, c'est au médecin traitant de chercher les termes. Je sais que moi, par exemple, il avait un site, mon médecin traitant, qui regroupait toutes les pathologies reconnues en ALD exonérantes ou non exonérantes. Et en fait, il recopiait la pathologie, le terme de la pathologie pour pouvoir le mettre sur le document. Mais ça, c'est au médecin traitant de le faire, c'est pas à nous. Pour info, sur leur logiciel de gestion patient, les médecins ont accès à la base ALD. Ouais, c'est ça. Bon, eh ben, j'espère avoir répondu à vos questions, même si c'est très très complexe. Voilà, je me laisse bien évidemment à disposition si jamais il y a d'autres questions, sans problème. C'est plus clair pour moi. Superbe présentation. Merci. En tout cas, si on va arrêter dans quelques minutes. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail de base. De toute manière, on va voir avec Marie Mm. comment on peut diffuser pour que vous puissiez lui poser tranquillement vos questions. Cette présentation sera en replay sur YouTube, donc je vais aller manger quand même. On va aller Mm. manger et après, je ferai en sorte que ce soit sur YouTube. Je vous enverrai un mail pour vous donner le lien si vous n'avez pas en tête tout ce qu'on s'est dit, si vous n'avez pas pris de notes. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez le voir en replay. Bah, au revoir, Manuel. Merci pour toutes tes interventions. En tout cas, pour ma part, vous pouvez me retrouver par mail. Par mail, voilà. Je ne sais pas, sur les réseaux sociaux également, avec elise.renaud. Je suis partout sous ce pseudo, donc il n'y a pas de souci. Et bien sûr, sur YouTube. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Marie, pour ton intervention. Eh ben, de Merci. rien. Je pense que les personnes qui ont assisté à cette présentation sont comme moi, ont appris beaucoup, beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup. Et merci à tous. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.